le club Ararat TV avec le groupe SOR. Caviar Pétroussian, partenaire du club Ararat TV. Le club Ararat TV de Richard Fandikian. Spécial Foire internationale de Marseille 2015. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est le club Ararat TV Dialogue RCF. Vous retrouvez cette émission en podcast sur le site des radios chrétiennes francophones rcf.fr ainsi que sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne ccifa-france.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et notamment sur nos pages Facebook, Aznavour Story, hashtag 2015, RTAG Recognize the Armenian Genocide, où il y a pour l'instant plus de 18 000 internautes déjà, ainsi que dans le groupe Ararat TV que nous vous invitons à rejoindre. Une émission consacrée à la Foire internationale de Marseille 2015 et à la Journée de l'Arménie. Émission réalisée par Frédéric Banegas, assisté de Kevin Kolok. Depuis le pavillon Arménie, nous accueillons aujourd'hui les invités de cette 3e émission, réalisée donc en direct de la Foire de Marseille. Voilà, nous nous sommes un peu divertis, un peu amusés, ça fait du bien. Mais nous allons maintenant parler de choses beaucoup plus sérieuses avec la députée Valérie Boyer. Valérie Boyer, bonjour. Valérie Boyer nous a rejoint ici au pavillon Arménie. Vous êtes Valérie Boyer, députée des Bouches-du-Rhône et maire des 11 et 12e arrondissements de Marseille. On connaît votre engagement aux côtés de la communauté franco-arménienne. On vous entend également souvent réagir face au sort réservé aux chrétiens d'Orient. Depuis l'appel lancé l'année dernière que vous aviez signé avec 20 personnalités, chrétiens d'Orient, silence, on élimine. On tue, vous continuez aujourd'hui ce combat puisque dans une question écrite, vous venez à nouveau d'interpeller le ministre des Affaires étrangères sur la situation des chrétiens d'Orient. Oui, tout à fait. Écoutez, merci de me donner la parole pour ce sujet bien grave et souvent oublié par nos médias parce qu'effectivement, il se passe aujourd'hui un véritable génocide en Irak et en Syrie dont sont victimes les minorités religieuses d'Irak et de Syrie, au premier rang desquels les chrétiens d'Orient, les Yazidis qui doivent être quasi éliminés totalement aujourd'hui. Et c'est vrai que le 23 juillet 2013, j'interrogeais dans une question orale au gouvernement, au moment des questions au gouvernement, vous savez qu'on voit le mardi et le mercredi, le Premier ministre sur le génocide dont étaient victimes ces populations, en disant que 100 ans après, l'histoire bégayait et que le fait que nous n'ayons pas à la fois reconnu pour beaucoup de pays, ce qui n'est pas le cas de la France bien sûr, mais réprimé le négationnisme, nous conduit aujourd'hui à revivre cette même horreur, c'est-à-dire que des populations et des minorités religieuses sont exterminées du fait de leur appartenance religieuse avec un systématisme et une barbarie extrême, et ça dans l'indifférence générale, parce que c'est vrai que si on se pose la question des frappes aujourd'hui en Syrie et de la nature de ces frappes, on ne se pose pas les questions humanitaires qu'on devrait se poser pour ces populations victimes de génocide qui souffrent depuis 4 ans et qui sont vraiment exterminées avec beaucoup de systématisme et de barbarie depuis 2 ans. Alors début 2015, Valérie Boyer, à propos du combat pour la reconnaissance du génocide arménien et la pénalisation du négationnisme, vous aviez utilisé cette formule 100 ans après. L'histoire bégaye. On a le sentiment aujourd'hui que ce combat est abandonné au profit de celui plus général et beaucoup plus d'actualité de tous ceux qui fuient la barbarie de Daesh au Proche-Orient. Oui, mais est-ce qu'on se pose vraiment les bonnes questions et est-ce qu'on a les bonnes interventions ? Moi, je veux bien qu'on se pose la question des réfugiés. Encore faut-il savoir si ce sont vraiment des réfugiés que nous recevons, si ce sont des personnes qui sont vraiment victimes de persécution du fait de leur appartenance religieuse ou du fait de leur existence même. Or, aujourd'hui, on sait très bien que les personnes qui se font passer pour des réfugiés, beaucoup d'entre elles ne le sont pas au sens où nous les entendons aujourd'hui sur le droit international. Ça, c'est une première question. Deuxième question importante à se poser,
Qui allons-nous laisser dans ces pays qui se vident de leur population? Parce que ces pays se vident d'une certaine partie de leur population au profit d'une autre population qui les remplace. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait très concrètement pour les personnes qui sont réfugiées dans des camps? Et c'est vrai que j'ai interpellé le 30 septembre le président de la République, le ministre, dans une question écrite sur la situation des chrétiens d'Orient, pour dire que depuis le 28 juillet 2014, le ministre qui a annoncé favoriser l'accueil des chrétiens d'Orient, pas parce qu'ils sont chrétiens, encore que ça aurait pu être une bonne raison, mais simplement parce que, si je puis dire simplement, mais parce que ces personnes sont victimes de génocide, et j'insiste sur cette appellation, et je sais que au Club Ararat, on sait ce que ça veut dire. Beaucoup d'entre elles donc sont des chrétiens, des catholiques arméniens, des syriaques, des chaldéens, et des yézidis, certains aussi sunnites aussi, et des alaouites qui sont victimes de ces persécutions. Ces personnes en ce moment sont chassées donc par l'État islamique et croupissent dans des camps. À elles, on demande, alors qu'on sait parfaitement que ce sont des réfugiés pour des raisons humanitaires, à elles, on leur demande des choses insensées pour pouvoir avoir des visas pour être réfugiés dans des pays tels que la France. On leur demande d'avoir de l'argent pour partir, on leur demande de parler français ou d'avoir de la famille pour les accueillir, etc. Et quant à celles qui ont été reçues dans ces conditions en France, on sait parfaitement que rien n'a été mis en place pour leur accueil, qu'elles n'ont toujours pas de cours de français, que souvent elles sont hébergées dans des familles où ils sont à 15 dans un 2 pièces, etc., etc. Alors, moi, je veux bien qu'on soit ému par des images absolument épouvantables que nous voyons sur les médias. Je m'interroge sur le fait que pendant 2 ans, quand on a vu des enfants lapidés, des enfants décapités, des homosexuels jetés en haut des tours, des femmes qui sont vendues comme des bêtes, personne n'a été ému. Et il a suffi, c'est vrai, entre guillemets, pour suffi, et tout le monde s'est, comment dire, comme réveillé d'une espèce d'anesthésie à l'image d'un enfant retrouvé noyé sur les plages. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes qui sont victimes des exactions d'une des pires barbaries que notre histoire ait portées? Qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes qui croupissent dans des camps où on sait qu'elles sont couvertes de gales et bien souvent rançonnées par les personnes qui les hébergent, notamment au Kurdistan? Donc aujourd'hui, toutes ces questions, d'abord peu s'en posent et elles restent sans réponse. Et moi, je me demande comment la France, qui s'apprête à accueillir plus de 24 000 réfugiés, qui ont quitté leur pays de manière illégale, voire clandestinement. Je demande au ministre des Affaires étrangères quelles mesures le gouvernement entend prendre pour les minorités persécutées, dont les chrétiens d'Orient, dont les yézidis, qui attendent depuis des mois en Irak l'instruction de leur dossier sous le feu des djihadistes. Et ça, malheureusement, nous n'avons pas de réponse et pas de choses concrètes. J'ajoute qu'avec Valérie Pécresse, nous avons créé à l'Assemblée nationale un groupe d'études justement sur la situation des chrétiens d'Orient et des minorités persécutées, que ces questions, nous les posons depuis plus d'1 an et que nous n'avons toujours pas les réponses non plus. Alors justement, Valérie Boyer, on peut lire sur votre blog la phrase suivante: refuser d'intervenir, c'est capituler face à Daesh. Faisons en sorte que le concert des nations s'oppose sous mandat de l'ONU à ces barbares en utilisant, dites-vous, tous les moyens financiers, diplomatiques et militaires. Il est certain qu'aujourd'hui, on sait que l'État islamique vit de plusieurs choses. D'abord, tout ce qu'ils ont pu payer, notamment à Karakoche, à Mossoul, etc., dans les banques qui étaient là-bas. On sait qu'ils vivent aussi de la vente de pétrole. J'aimerais bien savoir à qui leur achète ce pétrole, parce que c'est une vraie question. On sait parfaitement que des pays qui, soi-disant, font partie du concert des nations et, soi-disant, sont nos amis, entre guillemets, politiques, leur achètent du pétrole, premièrement. Et troisièmement, on sait aussi qu'ils vivent de la revente d'œuvres d'art, parce que une des raisons de la destruction de Palmyre, du pillage aussi des monuments et des sites archéologiques en Irak et en Syrie, eh bien, c'est pour camoufler le fait que ces œuvres d'art et ces œuvres du patrimoine de l'humanité, eh bien, sont soit détruites, soit vendues. Donc, il y a bien des personnes qui les achètent. Et de ce côté-là, on peut dire que financièrement, eh bien, tous les moyens ne sont pas mis en œuvre pour arrêter ces barbares. Bien au contraire, en étant complices, ou en tout cas en étant complaisant, allez, employons un terme qui ne soit pas trop fort, en étant complaisant avec certains États, eh bien, on favorise le développement de l'État islamique et notamment le fait qu'ils s'enrichissent et qu'ils recrutent. Parce que pourquoi arrive-t-il à recruter autant de personnes, autant de gamins qui viennent de pays européens pour aller faire cette guerre abominable là-bas? Pour 2 raisons.
l'argent et le sexe. On sait que là-bas, c'est sexe à gogo, puisque les femmes sont vendues et sont mises dans ce qu'on appelle, excusez-moi, dans des bordels, où elles sont victimes des pires exactions, et notamment des très jeunes filles, et d'autre part, parce qu'on leur donne de l'argent. Et cet argent, eh bien, il est acquis par la vente du pétrole, par le pillage et par le trafic des œuvres d'art, et malheureusement aussi par le pire du pire, par le trafic d'êtres humains. Eh bien, ça, ce n'est pas arrêté. Et notre diplomatie ne s'en occupe pas. Aujourd'hui, on est en train de se faire des nœuds au cerveau pour savoir avec qui on intervient et comment on le fait, alors qu'il y a des urgences humanitaires, il y a des urgences diplomatiques, il y a des urgences financières et qu'on ne prend pas ces mesures. Bien, merci Valérie Boyer pour toutes les... Oui, je crois qu'on peut applaudir notre députée Valérie Boyer. Merci. Merci pour cet engagement, pour toutes les réactions que vous avez face au sort réservé aux chrétiens d'Orient. Alors, on va changer de thème maintenant, puisque nous abordons le troisième trimestre de cette année 2015, que vous avez suivi avec une attention, je le sais, toute particulière. Alors, quel bilan, Valérie Boyer, tirez-vous de cette année 2015, année du centenaire du génocide arménien, à travers toutes les activités, toutes les animations qui ont eu lieu à Marseille et en France, et notamment... Et dans le monde. Et dans le monde, et notamment également chez vous, dans le 11-12. Écoutez, pour moi, c'est une année, j'imagine que pour tout le monde, et je dirais pour la communauté internationale, c'est une année capitale, parce que c'est aussi l'année de la justice et de la mémoire que doit être cette année du centenaire de la commémoration du génocide de 1915. Malheureusement, avec ce qui se passe aujourd'hui en Irak et en Orient, on voit toute l'importance que reconnaître et pénaliser le premier génocide de l'histoire, qui porte ce nom, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Pour autant, je trouve que sur le plan de la diplomatie internationale, nous n'avons pas avancé, et ça, je le regrette. Je regrette aussi que les promesses qui ont été faites par les candidats à l'époque, c'était facile de s'en souvenir, c'était le 24 avril 2012, notamment les candidats Sarkozy et les candidats Hollande s'étaient engagés à faire en sorte que le négationnisme puisse être pénalisé. Aujourd'hui, je ne vois rien venir du côté de l'Élysée, mais je ne désespère pas du côté de l'Assemblée nationale d'y arriver, puisque vous savez que j'ai déposé une nouvelle proposition de loi qui ne s'intéresse plus du tout au délit d'opinion ni à l'information, mais qui vise à faire en sorte que les crimes contre l'humanité puissent être et les génocides puissent être pénalisés. J'espère que sur le plan juridique et sur le plan politique, on trouvera le temps dans l'année 2015 de pouvoir faire en sorte que cette proposition de loi puisse être examinée. Ça, c'est la première chose. Sinon, au niveau des des commémorations, eh bien, vous savez que dans le 11e et le 12e arrondissement, je peux dire... Écoutez, je peux dire que je suis très fière, voilà. À un moment donné, il faut dire les choses. Et très heureuse et très émue aussi d'avoir pu porter un projet de planter 50 arbres. Donc, ça s'est passé au printemps, au début du printemps de cette année. Donc on a planté 50 arbres au niveau du mémorial du génocide, et puis on va en planter 50 autres de l'autre côté de la voie. Et vous savez que je tiens absolument à ce qu'on puisse acquérir la statue, la mère de l'Arménie, qui est aujourd'hui exposée par le président Tessier à la communauté urbaine. Oui. Moi, je souhaiterais qu'après cette exposition, cette statue puisse être acquise par nous. Donc, je vais lancer une souscription bientôt pour qu'on puisse acquérir cette statue et qu'elle puisse trouver son emplacement en face du monument de commémoration du génocide, c'est-à-dire de l'autre côté de la voie, dans le 12e arrondissement, à l'endroit où on va planter les 50 autres arbres. Donc nous aurions à la fois un jardin du souvenir dans notre arrondissement, mais en plus, nous aurions la chance d'avoir un monument qui, un siècle après, symbolise la vie, symbolise la victoire de la vie sur la mort et sur la barbarie. Alors c'est une magnifique statue, puisque vous en parlez effectivement, elle va être exposée pendant un mois au Pharaon, dans les jardins du Pharaon. Tout le monde pourra aller la photographier à l'entrée donc de la communauté urbaine du président Guy Tessier. Et cette magnifique mère arménienne, il faut le dire, arrive de Florence. Oui. Hein, et on aura le plaisir donc de l'inaugurer prochainement, ce sera en date du 8 octobre. Valérie Boyer, merci d'être venue au micro du club Ararat TV. Et puis, vous le savez, ici, vous êtes chez vous. Merci 1000 fois à vous. Ah. Oui. Alors, dernier mot. Cher Richard, puisque j'en profite pour lancer un appel à toutes les personnes qui voudront bien donner quelques fonds pour qu'on puisse acquérir cette œuvre et que cette œuvre puisse être exposée et, je l'espère, dévoilée
pour le 24 avril 2016, parce que la mémoire doit continuer au-delà de cette année de commémoration du centenaire. Absolument. Et puis surtout, on doit montrer que quoi qu'il arrive, eh bien, la vie triomphe sur la barbarie. Et je pense que cette figure mariale de la mère de l'Arménie nous le permettra. Merci Valérie, à très vite, à bientôt. Voilà, et dans quelques instants, nous recevrons Jean-Jacques Deguermergian, qui est le directeur adjoint du CIC Provence. En attendant, nous écoutons la bande originale du film d'Henri Verneuil, Le Casse. Le club Ararat TV de Richard Fandikian. Spécial Foire internationale de Marseille 2015. Et nous accueillons Jean-Jacques Deguermergian, qui est le directeur régional adjoint du CIC Provence. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Richard. Permettez-moi pour commencer de signaler la toute récente nomination à la direction des grandes entreprises de la Lyonnaise de Banque de Monsieur Patrice Cauvet, fidèle d'entre les fidèles, puisqu'il a accompli, on peut le dire, l'intégralité de son parcours professionnel au sein de la même banque, le CIC. Un mot sur la nomination de votre collègue Jean-Jacques. Ben écoutez, c'est pour nous et pour lui une vraie satisfaction d'abord d'avoir occupé ce poste à la direction Provence de la Lyonnaise de Banque et du CIC, où il a su mettre en œuvre et appliquer les vraies valeurs qui animent chacun des collaborateurs de ce secteur, à savoir une écoute attentive des clients, de la disponibilité, de la réactivité, et ce sur les marchés de l'entreprise, sur les marchés du professionnel, de la promotion immobilière et de la banque privée. Voilà, c'était un vrai plaisir de travailler avec lui et nous lui souhaitons bien évidemment toutes et tous une bonne continuation et une pleine réussite dans ses prochaines fonctions.
sanctions. Alors Jean-Jacques Desguermian-Jean, parlez-nous d'un sujet que vous connaissez bien, le paiement sans contact. Concrètement, ce système de paiement permet de régler plus rapidement ses achats et de dispenser de se dispenser de liquide pour les petites transactions. Oui, je vais vous en parler Richard, mais avant je voulais juste dire quelques mots. D'abord, ça me fait particulièrement plaisir d'être parmi vous ce soir, parce que c'est vrai que le CIC Lyonnaise de Banque est très proche de la communauté franco-arménienne, au travers de partenariats avec la Chambre de commerce. Absolument, il faut le souligner, parce que vous aidez beaucoup la communauté arménienne. Les associations sportives ou autres. Donc voilà, c'est pour nous un vrai plaisir, c'est pour moi en tout cas un vrai plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Ensuite, quelques mots quand même sur qui nous sommes, parce que c'est vrai que nous sommes connus sur la place, mais certains de avec une présentation générale avant de parler du paiement sans contact. Voilà, donc la direction Provence, comme vous l'avez dit, c'est une direction qui est basée sur l'avenue du Prado, qui comprend dans son périmètre, qui est le département des Bouches-du-Rhône et les Alpes d'Haute-Provence, une 60aine d'agences. Il y a 3 pôles entreprises, il y a 2 agences banques privées, ainsi qu'une agence promotion immobilière, comme je le disais tout à l'heure. Donc ces équipes-là sont présentes à la fois sur le marché du particulier, sur le marché du professionnel, bien évidemment accompagnent les associations ainsi que les entreprises. Voilà, avec une vraie motivation, une vraie volonté d'être présents quand nos clients ont besoin de nous et pas seulement dans les périodes faciles, en les accompagnant dans leurs projets au quotidien. Voilà. Donc pour revenir en complément de ces équipes-là, nous avons des équipes d'experts qui viennent nous accompagner sur le terrain. Et le groupe Crédit Mutuel CIC, qui d'ailleurs vient d'être primé première banque sur le plan français depuis 4 ans, d'ailleurs de manière successive, par un magazine britannique qui s'appelle World Finance, a une vraie expertise, notamment pour tout ce qui touche la télématique et la monétique. On est très souvent précurseur sur des nouveautés technologiques. Et donc le paiement sans contact s'inscrit totalement dans ces nouveautés. Donc nous avons été à l'origine de la mise en place du paiement sans contact, notamment les opérations de test sur la région de Strasbourg, et ça date déjà de 2011. Et c'est vrai que le paiement sans contact, aujourd'hui, on commence à le toucher un peu plus du doigt. Ça devient une vraie réalité pour chacun d'entre nous, parce que au quotidien, on commence à l'utiliser. Alors le paiement sans contact, c'est quoi ? Le paiement sans contact, c'est la possibilité... c'est un paiement qui permet de régler ses achats pour un montant jusqu'à 20 euros. 20 euros maximum. Voilà, et 300 euros avec son téléphone, sur un terminal de paiement électronique, sans insérer sa carte de paiement ou donc forcément son téléphone, et sans code. Voilà. Donc c'est un outil qui est très simple, performant, rapide. Puisqu'en fait, quand on fait une opération de paiement sans contact, avec une carte de paiement, ça prend 15 secondes, alors que quand on l'insère dans un terminal, ça prend plus de 45 secondes. Et par téléphone, ça se fait de manière très directe. Voilà. Donc ça représente des avantages certains. Des avantages certains, notamment pour nos clients commerçants. Quels sont-ils ? D'abord, un gain de temps lors du passage en caisse. En effet, je viens de dire la durée qui est beaucoup plus courte sur le paiement sans contact plutôt que par le paiement traditionnel. Ensuite, ça évite la manipulation d'espèces qui parfois est longue à rendre la monnaie, etc. Pour les commerçants, c'est aussi une sécurité qui est accrue. Notamment, justement, moins d'espèces en caisse, moins de risques d'agression, n'ayons pas peur des mots, voire d'indélicatesse de la part de salariés ou collaborateurs. Donc c'est un vrai avantage pour les commerçants. Ça permet aussi une meilleure gestion. Une meilleure gestion parce que tous les règlements qui sont faits par carte sont virés automatiquement à la banque dans des délais très très courts, et ça permet aux commerçants d'être payés rapidement. Ça évite aussi des erreurs de caisse qui existent encore parfois chez les commerçants dans leur pratique au quotidien, notamment de rendre la monnaie. En dernier lieu, on peut aussi citer, pour une population peut-être un peu moindre, des avantages en termes d'hygiène, puisque pour tous les commerces de bouche, etc., ça évite la manipulation d'espèces. Donc voilà, c'est quand même un avantage certain pour le commerçant. Alors pour les porteurs, quels sont les avantages ? Je crois qu'on les a résumés en quelques mots tout à l'heure. Ça permet d'abord de gagner du temps, une certaine rapidité. Ça permet d'éviter chaque fois à chercher des espèces sur soi. Et le tout avec une grande sécurité, puisque tout passe par le terminal de paiement électronique. Voilà, donc sécurité absolue dans ce genre de transaction. Absolument, puisqu'en fait, les transactions se font par un mode de champ magnétique. Et quand on regarde les montants qui sont concernés, c'est-à-dire des montants inférieurs à 20 euros, il faudrait, pour pouvoir capter ces champs magnétiques, des appareils relativement volumineux, lourds, qui, au regard des montants, sont un investissement beaucoup trop important pour les fraudeurs.
Donc à ce jour, nous n'avons jamais constaté en France et en Europe de fraude sur le paiement sans contact. D'accord. Alors, comment ça se passe concrètement pour un commerçant donc, qui voudrait utiliser ce procédé, cette technique? Alors, c'est très simple, parce qu'en fait, pour utiliser cette technologie, il suffit simplement de mettre en place un logiciel dans le terminal de paiement électronique du commerçant. Une fois que le commerçant est équipé, il faut aussi, bien évidemment, que les porteurs soient équipés au sens le plus large possible. Et pour ça, je peux vous donner quelques chiffres sans être trop long. Il y a aujourd'hui, sur le plan national, 34 millions de cartes de paiement sans contact porteurs. Ça représente à peu près 55% du parc. Sur les Bouches-du-Rhône, nous sommes à 45%. Ça veut dire 918 000, presque 1 million de cartes. En août, pour que vous ayez un ordre de grandeur, 24% de ces cartes ont été utilisées. Ce qui représente dans les Bouches-du-Rhône, on va rester sur le plan régional, 175 000 cartes sur les 1 200 000 en circulation. Voilà. Au niveau des commerçants, il y a 325 000 commerces qui sont équipés. Et dans notre région, ça représente à peu près 8 000 commerçants équipés du paiement sans contact. Les paiements représentent un panier moyen environ de 11 euros. Voilà, c'est ce qu'on a pu constater, au travers des chiffres qui nous remontent. Alors avec le sans contact, les frais restent-ils abordables pour les commerçants? Alors tout à fait. C'était un moyen. Il fallait nécessairement adapter la tarification au paiement sans contact pour que ça fonctionne. D'ailleurs, nous avions essayé, je vais répondre aux frais, sur les frais, mais nous avions essayé il y a quelque temps de mettre en place cette pratique au travers de Monéo, vous en souvenez certainement Richard, qui n'avait pas eu un franc succès d'ailleurs. Et on attribue cet échec indirectement au fait qu'il fallait recharger ces fameuses cartes Monéo, alors que pour ce qui concerne le paiement sans contact, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous avons un téléphone ou une carte, et là il n'y a plus besoin de recharger quoi que ce soit, et les paiements se font aussi rapidement. Alors pour que ça fonctionne, comme je le disais, il fallait nécessairement adapter la tarification. Et l'ensemble des banques, et le CIC bien évidemment, a mis en place une tarification spécifique pour les paiements sur les montants de petits montants en fait. Voilà. Donc ça représente quelques centimes sur la transaction. C'est entre 5 et 7 centimes. Donc ce sont des montants tout à fait raisonnables. Alors, comme le souligne le slogan du CIC, dans un monde qui bouge, quelles sont, Jean-Jacques Desguirmanjian, et ce sera ma dernière question, pour un entrepreneur, les qualités qui selon vous, forment le socle de la réussite? Alors, il faut beaucoup de choses. D'abord, je crois que effectivement, j'encourage toutes celles et ceux qui ont la volonté d'entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, je crois que la dynamique, elle part de là. Il faut avoir une vraie volonté. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. C'est un banquier qui le dit, il ne faut pas avoir peur de l'échec parce que si on ne tente rien, forcément on n'a rien. Et on a besoin dans cette région, dans ce pays, de vraies dynamiques, de gens qui ont un esprit d'entreprise. Donc il faut une vraie volonté déjà. Ensuite, il faut bien choisir ses projets. C'est clair, il faut être organisé, rigoureux, préparer ses projets pour pouvoir ensuite présenter à ces banquiers, bien évidemment, mais aussi à d'autres partenaires qui existent, comme France Initiative et puis BPI France, bien évidemment, qui accompagne la création. Voilà, il faut un projet qui soit bien ficelé, qui soit, autant que faire se peut, un peu original, qui apporte quelque chose au niveau des clients pour que ça puisse fonctionner. Mais il faut beaucoup d'envie, il faut une volonté, du courage, et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà. En tous les cas, merci Jean-Jacques Desguirmanjian d'être venu au micro d'Ararat TV, nous avoir rendu visite ici au pavillon Arménide de la Foire internationale. Merci Richard, c'était un plaisir pour moi. À très bientôt. À très bientôt, au revoir. Au revoir.
le club Ararat TV de Richard Fandikian. Spécial Foire internationale de Marseille 2015. Et nous accueillons Madame Seta Biberian. Madame Seta Biberian, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'école Amaskaïn, qu'on connaît bien à Marseille, située dans le 12e arrondissement. Alors présentez-nous tout d'abord cet établissement qui accueille 340 élèves, je crois. 345. 345, ça a augmenté, c'est comme tout, de la maternelle à la terminale, et qui est le seul, il faut le souligner, le seul établissement de ce type, sur les 7 qui existent en France, à aller jusqu'au lycée. Exactement. Bon, écoutez, j'ai envie de dire presque qu'aujourd'hui, 35 ans après sa naissance, on ne présente plus vraiment l'école Amaskaïn. Elle est totalement inscrite dans le paysage communautaire arménien et même au-delà. 35 ans, donc je le disais, c'était les premiers pas d'un établissement qui se déclarait bilingue, de la maternelle à la terminale, projet totalement inexistant en France, dont nous avons prouvé qu'il pouvait être une réalisation prometteuse, qui a assuré donc jusqu'aujourd'hui des promotions et des promotions donc d'élèves qui sont passés par les bancs de cette école et qui en font aujourd'hui, qui sont la preuve vivante aujourd'hui que les établissements arméniens, bilingues arméniens français, sont une véritable richesse, qu'ils contribuent non seulement, je dirais, à l'expérience arménienne, mais aussi à l'expérience des établissements bilingues. J'étais la semaine dernière à un colloque à Paris sur le bilinguisme et nous sommes des témoins, je dirais, et des acteurs de ce défi pédagogique, qui n'est pas que pédagogique, puisque pour nous, bien évidemment, il s'agit de faire en sorte que les élèves que nous accueillons donc dès 3 ans grandissent, vivent, s'épanouissent dans un environnement qui leur permet d'abord dans un environnement harmonieux, dans un environnement dans lequel ils peuvent s'affirmer et se connaître en tant qu'Arméniens et Français, en tant que Français et Arméniens, donc à travers à la fois leurs origines et leur présent de citoyens, d'enfants français. Alors, les temps forts de l'histoire arménienne sont inscrits au cœur de la vie de l'établissement. Chaque année, le 24 avril, date de la commémoration du génocide, l'école Amaskaïn est fermée. Évidemment. Elle est évidemment fermée puisque par cette fermeture, qui est d'ailleurs une fermeture totalement légale, il y a 3 dates qui sont officiellement qui ont été actées par l'État français comme étant des journées arméniennes. Donc Noël, Vartanank et le 24 avril. Et nous devons de fermer nos portes pour participer de manière collective aux différentes commémorations qui marquent cette journée de commémoration. Alors, Seta Biberian, vous dites que l'idée n'est pas de transmettre un traumatisme, mais plutôt une connaissance et la conscience du plus jamais ça. Exactement. Pourquoi ? Parce que, écoutez, aujourd'hui, nous en sommes, les élèves que nous accueillons, les enfants que nous accueillons, représentent la 4e et 5e génération de jeunes enfants d'origine arménienne. Bien évidemment, 100 ans, le génocide a 100 ans. Le traumatisme, c'est celui qu'ont vécu nos ancêtres, c'est celui qu'ont vécu les descendants directs de ces ancêtres. Aujourd'hui, il s'agit de constituer des sujets qui soient conscients de leur histoire, qui soient capables de dépasser le traumatisme justement et de ne pas le vivre. C'est pas du tout ce qu'on enseigne. On n'enseigne pas, on n'a pas de politique d'enseignement victimaire. Nous ne sommes pas des victimes. Nous savons ce que nous avons traversé. Nous savons ce qui fonde notre présence ici à Marseille, à travers le monde, dans la diaspora. Mais cette connaissance-là, elle doit nous armer. Nous armer, d'ailleurs, pour continuer à ce combat de la reconnaissance du génocide par son auteur, et d'autre part, nous armer aussi pour être vigilants face à l'actualité qui, hélas, on le disait tout à l'heure, Madame Valérie Boyer le disait, n'est pas avare de récidive. Voilà. Alors, dernière question, Madame Biberian, que s'est-il déroulé de particulier
en cette année de centenaire à l'école à Mascaïne. Et avez-vous prévu d'ici décembre 2015 d'autres événements? Écoutez, nous, on a travaillé sur un projet qui nous a paru très important, qui est celui de faire en sorte que les enfants s'approprient non pas une date purement historique, mais qu'ils s'approprient l'histoire familiale. Et qu'ils ont été en fait amenés à faire tout un travail d'enquête auprès de leur propre famille, pour remonter jusqu'à cette 5e génération dont ils viennent et mettre des noms sur ces générations qui se sont succédées, des noms, des lieux, des dates, et pour qu'ils ressentent, pour qu'ils se réapproprient cette histoire familiale qui est souvent disparate, qui est parfois perdue, et qu'ils puissent donc, que cette série d'histoires personnelles, individuelles, qu'ils ont formalisées sous forme d'arbres généalogiques, constitue la forêt que nous sommes tous ensemble. Et nous avons matérialisé ça par une installation qui a eu l'honneur d'être inaugurée par monsieur le recteur de l'Académie de Marseille, qui a donc rendu visite à l'école Al-Maskaïn à l'occasion du 24 avril et pour s'associer justement à ce centenaire qui n'est pas bien évidemment la propriété des Arméniens, mais qui est une mémoire et une conscience qui se doit d'être partagée. Alors, qu'est-ce qu'on fait cette année? Eh bien, écoutez, cette année, de toute manière, pour nous, cet engagement, il est quotidien. Mais cette année, on fait quelque chose de particulier à l'école, qui est son 35e anniversaire. Donc là, on est dans cette énergie-là. L'année va être ponctuée d'événements parce que le meilleur hommage qu'on peut rendre aussi aux victimes du génocide, c'est de montrer qu'aujourd'hui, l'Arménie, elle est vivante partout où il y a des enfants d'origine arménienne et qui perpétuent, qui tous les jours vivent cette double appartenance. Et donc, j'invite tous nos auditeurs à nous retrouver pour le premier événement fort de cet anniversaire qui va être donc ici même au Parc Chano et dans l'auditorium du Parc Chano. Donc nous allons accueillir le Bali Bedagan qui est l'ensemble national d'Arménie. Donc un ensemble extraordinaire et cela va avoir lieu le 17 octobre prochain. Une occasion de nous réunir autour d'un événement heureux qui symbolise la renaissance, qui pour moi symbolise la renaissance des Arméniens. Les écoles, c'est ça, il y en a 7 à travers la France et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres qui vont s'ouvrir. Merci Madame Biberian d'être venue au micro du Club Ararat. Merci. À très bientôt. Merci à vous, au revoir. Le Club Ararat TV avec le groupe SOR. Caviar Pétroussian, partenaire du Club Ararat TV. Le Club Ararat TV de Richard Fandikian. Spécial Foire internationale de Marseille 2015. Voilà, c'est la fin du Club Ararat TV. Dialogue RCF enregistré depuis le pavillon Arménie de la Foire internationale de Marseille. Merci à nos invités d'avoir participé à cette émission. Merci à tout le public et aux auditeurs de votre attention. En attendant de vous retrouver dans un prochain numéro du Club Ararat TV, je vous souhaite de passer encore une fois une excellente semaine et je vous dis avec Frédéric Banégas et Kevin Colloc, à très vite sur Dialogue RCF.